Pour commencer, je voudrais d'abord apporter une petite précision. Je vais parler de machine learning, je ne vais pas parler d'intelligence artificielle. Qu'on soit d'accord, le machine learning est une branche de l'intelligence artificielle, du vaste domaine de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Au mieux, c'est de la bêtise artificielle. Sous-entendu qu'il existerait de la bêtise naturelle, mais ça, on le savait déjà. Il y a de cela de nombreuses années, je me suis intéressé au domaine de l'intelligence artificielle et j'ai lu des articles et tout ça, et j'ai rien compris. Mes cours de mathématiques commençaient fortement à dater et je vous avoue que c'était vraiment pas simple, vulgarisation, parler. Et il y a un an, pour les sites internet de l'Internaute et le Journal des femmes, j'ai été amené à développer des applications pour les Google Home. Du coup, je me suis penché un petit peu plus sur le problème du machine learning, de l'intelligence artificielle. Et là, cette fois-ci, j'ai compris quelque chose. Ouais, j'ai compris quelque chose. J'ai compris qu'en fait, j'en avais déjà fait. Je reviens encore en arrière. 5 ans plus tôt, je travaillais pour un site internet qui proposait des offres d'emploi. Et sur le site web, les gens, quand ils cherchaient, ne trouvaient pas forcément les annonces parce que l'annonceur avait utilisé des mots qui n'étaient pas les mêmes que celui qu'il utilisait dans sa recherche. Typiquement, un mécanicien, l'annonceur a mis garagiste ou vice-versa, je ne sais plus. Et, du coup, on s'est dit, on va enrichir notre base de données avec des synonymes des différents métiers. Donc, on a établi humainement tous ces métiers. Et un jour, quelqu'un passe et voit cette liste et fait « Oula, mais vous avez écrit paysagiste horticulteur, ça n'a rien à voir !» Je ne suis pas paysagiste, je suis développeur PHP, je suis désolé. C'est pas forcément évident pour moi, mais si après on doit se poser la question pour l'ensemble des métiers qu'on couvre, ça va quand même être un petit peu galère. Du coup, j'ai dit on va faire autrement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer les recherches de nos internautes, sans données personnelles ni adresse IP, on était déjà RGPD-OR à l'époque. Et quand un internaute va effectuer 2 recherches consécutives, on va stocker ces 2 recherches. Et si ce couple de recherches apparaît plus d'un certain nombre de fois, on avait mis 10 je crois, eh bien on va considérer ces 2 termes comme étant synonymes. On a laissé tourner le système, et après quelques semaines, je regarde dans la base de données, et je vois en effet 10 000 associations, 10 000 synonymes. Je retrouve mon mécanicien garagiste, et là je vois des trucs auxquels on ne s'attendait pas. On tombe sur des fautes d'orthographe. Visiblement, beaucoup de gens ne savent pas écrire babysitter. Et d'ailleurs, en regardant babysitter, on constate un truc rigolo, c'est que je vois un synonyme qui n'avait rien à voir. Je vois babysitter, serveur. Je dis, mais c'est pas synonyme. Et puis, ah ouais, les gens cherchent un petit boulot. Le système, il est trop intelligent. On avait créé une intelligence artificielle. Ouais, non, enfin, la bêtise artificielle, rappelez-vous. Non, le système et le machine learning, le principe même du machine learning, ce n'est pas d'essayer d'établir un lien de causalité entre les choses. On ne va pas essayer de comprendre pourquoi il y a un lien entre babysitter et serveur, mais on va établir des liens de corrélation entre les choses. Le machine learning ne fait que de la corrélation de données. On ne va pas essayer de comprendre pourquoi s'endormir avec ses chaussures donne mal au crâne le lendemain. Il y a une corrélation. Visiblement, les gens qui s'endorment avec leurs chaussures, ça pourquoi ont mal au crâne le lendemain. Je pense qu'il y en a plusieurs ce matin. Pourquoi? Causalité, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une corrélation entre les 2 choses. Et le machine learning, ce n'est que ça. Dernièrement, Amazon a été obligé de retirer un de ses logiciels qu'il utilisait en RH pour faire de la sélection de CV. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, ils se sont aperçus que le système était sexiste. C'est-à-dire qu'il retirait systématiquement les CV de femmes, quand il y avait le mot femme ou un prénom féminin qui apparaissait dedans. On a dit, le système est sexiste. Non, 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 non. Le système n'a fait qu'établir des corrélations. Il a constaté que quand il y avait des noms féminins ou le mot femme apparaissait dedans, le CV visiblement était écarté. Il n'a fait que reproduire des biais humains. Les sexistes, c'est ceux qui sont derrière. Ce n'est pas la machine. Arrêtez de vouloir dire c'est une intelligence artificielle qui est raciste, qui est je ne sais quoi. Non. Il ne fait que reproduire, malheureusement, des biais humains. Bref, après avoir plombé l'ambiance, rentrons quand même dans le vif du sujet. Machine learning, qu'est-ce que c'est? Il y a 2
types d'algorithmes principaux. On a ce qu'on appelle la classification, qui va permettre de différencier et de dire cette donnée-là, elle est dans tel type de classe, tel groupe, c'est-à-dire c'est un texte en français, c'est un texte en anglais, c'est un chaton, c'est un chien. Et vous avez les algorithmes dits de régression. Là, on va plutôt essayer de trouver une valeur, un ordre de grandeur, cotation d'une monnaie par exemple. Et pour réaliser ça, on a deux approches. On a l'approche dite supervisée et l'approche non supervisée. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? C'est marrant, ça, c'est le nom de ma boîte. Je viens juste de percuter, en fait. On va prendre un système de machine learning et on va prendre une base de données dite qualifiée. C'est-à-dire que les données, on les aura déjà identifiées. On aura dit ça, c'est un chien, ça, c'est un chat, ça, c'est du français, ça, c'est de l'anglais. Donc on l'aura fait humainement ou de manière semi-automatique. Et ensuite, on va dire au système, entraîne-toi avec ça, apprends. Le système va processer les données, va trouver des corrélations entre eux. Et une fois qu'il aura terminé, qu'il se sera stabilisé, on aura pris le soin de retirer aléatoirement 10% des données présentes dans la base. C'est à peu près généralement ce qu'on fait. 10%. Et là, on va passer dans une phase dite de validation, d'évaluation. On va lui dire, tiens, je te donne ça, tu ne l'as encore jamais vu, mais qu'est-ce que tu peux m'en dire? Et là, le système va nous dire, je pense que c'est un chien, je pense que c'est un chat, etc. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir dire, le système, il est performant ou pas. Il a eu 60% de succès, 80% de succès, 90%, 100% de succès. 100%, ce n'est pas forcément une bonne chose, mais on y reviendra. C'est souple. Le machine learning, c'est ça. On apprend avec des données qu'on a déjà préentraînées. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'Amazon et des biais, c'est que les données, c'était des CV qu'ils avaient mis de côté. C'est pas le système. Alors, une classification, qu'est-ce que c'est? Imaginons que l'on souhaite classifier des oranges et des clémentines. On va mesurer le fruit par rapport à sa dimension et on va mettre ça sur une droite. D'un côté, j'ai des clémentines, de l'autre côté, j'ai des oranges. Et ensuite, on va prendre un nouveau fruit, on va le mesurer, et puis on va dire, celui-là, qu'est-ce que c'est? A priori, c'est une clémentine. Celui-ci, a priori, c'est une orange, ou une clémentine de Tchernobyl. Par contre, celui-ci, ça c'est un peu plus embêtant. Alors ceux qui ont l'œil verront que si on prend les deux plus proches voisins, on voit qu'au milieu, on est légèrement côté des oranges. A priori, ça serait une orange. A priori. Mais si vous regardez aussi la répartition des clémentines et la répartition des oranges, vous voyez que les clémentines sont un peu plus regroupées que les oranges, et si on prend la moyenne des deux, et qu'on tape au milieu, on est plutôt là. Ça pourrait être plutôt une clémentine. Bien emmerdé avec ça. Et là, on touche un des premiers problèmes en machine learning, c'est qu'en fonction de l'algorithme, vous allez avoir des résultats qui peuvent être différents sur des cas aux limites. C'est-à-dire qu'entre 6,8 et 7,1, en fonction de l'algo, vous aurez une différence. Et là, il va falloir accepter que, éventuellement, le fruit soit mal classé. Par contre, pour tous les autres cas, quel que soit l'algo, ils seront bien classés, ce n'est pas un souci. Mais sur ces cas aux limites, eh bien là, oui, éventuellement, il va falloir faire un choix. Supposons qu'on ait fait un choix, qu'on prend les plus proches moyennes, 7,1. Une fois qu'on a terminé l'apprentissage, on a une valeur, 7,1, et après, dans notre système, la prédiction, le fonctionnement, en fait, c'est tout simplement de dire if supérieur ou égal à 7,1, orange, sinon clémentine. Donc l'exécution est très rapide. On va prendre un peu plus de temps pour calculer la valeur. Plus de temps, bon là on parle de moyenne non plus. On va trouver la valeur, et une fois qu'on a trouvé la valeur, après l'exécution est très rapide. Bon là c'est facile avec une dimension. Maintenant s'il y en a deux. S'il y en a deux, eh bien on ne va pas prendre un point, on va prendre une droite. Alors peut-être pas celle-ci. Peut-être celle-ci plutôt. Là ça va nous permettre de séparer les deux espaces. Et en fonction des données qu'on va avoir, on saura si on est d'un côté ou de l'autre. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a 4 points. On a l'impression que la droite s'appuie dessus. En fait, on appelle ça des supports de vecteurs. Et vous entendrez parler en machine learning de SVM, le support vector machine. En fait, c'est tout simplement ça, c'est qu'on essaie de se mettre au plus près. C'est un algorithme très utilisé en machine learning. Bon, ça va encore. Mais si j'ai ce genre de choses, là, pour le coup, une droite ne marche pas forcément très très bien. On peut envisager d'utiliser autre chose qu'une droite, plutôt une courbe. Là, elle sera un peu plus compliquée à calculer, à l'évaluer. Il va falloir trouver la droite qui passe correctement, enfin la courbe qui passe correctement.
Et ensuite, au niveau de l'exécution, ça sera aussi un peu plus compliqué, parce que calculer si on est à gauche ou à droite d'une droite, c'est plus facile qu'avec une courbe. Et ça aussi, c'est encore un point en machine learning important, c'est qu'en fonction de l'algorithme, vous allez avoir une vitesse d'exécution qui sera plus ou moins importante. Donc, il va falloir faire un choix. Soit je choisis d'avoir quelque chose de plus lent, d'un peu plus précis, soit je décide de prendre une droite et de faire abstraction, éventuellement, de cas d'erreur. Ou pas. Peut-être qu'ils ont été correctement classés, mais à la limite, moi, je peux accepter qu'il puisse y avoir un taux d'erreur. C'est un peu tout le problème d'ailleurs en machine learning. On veut absolument avoir un résultat à 100%, ce qui est une hérésie, parce que d'ailleurs même humainement parfois, avec mes histoires de clémentine et d'orange, parfois on regarde le fruit, juste sur le diamètre on ne peut pas savoir. Là on regarde le fruit, la peau elle est différente, et on arrive à interpréter. Donc il y a plus de données que juste le diamètre. Mais on peut aussi tomber dans des cas un peu comme ceci. Si vous regardez, là, il y a quand même des points un peu à gauche, à droite, un peu partout. Soit ce sont des vrais points, soit c'est plutôt une erreur d'interprétation. Je vous ai dit, les données qualifiées, la plupart du temps, ce sont des données qui ont été évaluées humainement. Peut-être que certains points, au lieu d'être rouges, devraient être bleus, et vice-versa. Peut-être que c'est des erreurs de mesure. Une approche pourrait être de dire, eh bien, je trouve une courbe qui fait ce genre de choses. En machine learning, c'est ce qu'on appelle l'overfitting. C'est une très mauvaise chose en machine learning. On évite de faire de l'overfitting. Sinon, on peut tomber dans des cas comme ça, où on a un point qui devrait être classé dans les bleus, mais à cause de notre overfitting, eh bien, on a introduit finalement. Alors que, avec juste une droite, ce point-là, il aurait été correctement classé. Alors que les autres, les cas d'erreur, finalement, c'est des cas d'erreur après tout. D'accord? Donc le principe, il est là, c'est qu'il va falloir choisir, il va falloir éviter de faire de l'overfitting, pour entrer justement dans ce type de cas. On peut aussi tomber dans ce genre de situation. Là, j'ai qu'une seule dimension. Et là, les points sont correctement classés. Il n'y a pas d'erreur de classification, ils sont correctement classés. Une valeur ne va pas me permettre de séparer les espaces. Donc on va prendre 2 si on veut. Mais sinon, il y a une autre solution. En machine learning, on appelle ça l'astuce du noyau, c'est-à-dire qu'on va transformer les données pour faciliter l'apprentissage. On appelle ça le kernel trick. En gros, on va passer de une dimension à 2 dimensions, ce qui va nous permettre de séparer les 2 espaces. Donc on applique en fait, en quelque sorte, une modification des données pour faciliter après derrière l'apprentissage et l'exécution de la prédiction. Sur 2 dimensions, on peut faire la même chose. Soit on fait un groupe atatoïde, soit on décide un truc plus simple, un cercle, en faisant abstraction d'éventuellement des cas d'erreur. Ou alors, kernel trick, on passe de 2D à 3D et on sépare par un hyperplan. Point. Alors, une dimension, 2 dimensions, c'est facile, on arrive à se représenter. 3 dimensions, on se représente, même s'il y en a qui ont du mal avec la 3D. Quand je commence à vous parler de 4 dimensions, 4 données en entrée, voire 5, voire 6, voire 10, voire 750, un hyperplan en 750 dimensions, intellectuellement, c'est difficile de se le représenter quand même. Mais ce ne sont que des mathématiques. Pour le système, ce n'est pas un problème. Un hyperplan en 750 dimensions, voilà, on est dans l'espace. J'ai mis une belle photo parce que les gifs, ça a tendance à vous perturber. Le truc, c'est ça, c'est qu'il arrive un moment où, humainement, on ne peut pas se représenter les résultats d'un apprentissage. C'est qu'après, derrière, un modèle entraîné devient pratiquement opaque à la compréhension humaine. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs qui travaillent sur les systèmes d'apprentissage pour essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé à trouver telle solution. Ça devient très compliqué. Mais bon, voilà, ce sont des mathématiques. Oubliez, de toute façon, ça, ce n'est pas votre problème. Vous avez donné des données, vous avez un résultat, point. Alors, j'ai parlé de classification, je vais vous parler un petit peu de régression. Imaginons que je veuille acheter un appartement de 90 mètres carrés à 340 000 €. Vous l'aurez compris, on n'est pas en région parisienne. Je ne connais pas trop les prix, est-ce qu'il est cher, est-ce qu'il n'est pas cher, je ne sais pas, donc je vais regarder un petit peu ce qui a été vendu autour de moi. Je prends un ensemble d'appartements, je regarde en fonction de la surface, je calcule une moyenne, à peu près 4 046 € du mètre carré. OK, donc visiblement cet appartement devrait plutôt me coûter 364 000, donc il n'a pas l'air d'être trop cher. Ouais, mais 364 000, déjà c'est plus que mon 105 mètres carrés qui est à 355. Il y a un souci. Oui, il y a un souci parce que si on représente ça sur un graphique,
Si on multiplie par 4046, on obtient ce genre de choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'avoir une droite qui passe par les points au plus proche possible de tous mes points. D'accord? Alors, on va faire des mathématiques de haut vol. La formule mathématique d'une droite, c'est AX plus B. Désolé pour ceux qui sont perturbés par des maths. Pour trouver la droite et les valeurs de A et B, qu'est-ce qu'on va faire? Par programme, on va modifier itérativement A et B de façon à ce que le niveau d'erreur, c'est-à-dire les points, soient tous au plus près possible. C'est-à-dire qu'on va essayer de calculer et on va prendre le différentiel entre ma droite et chaque point. Et lorsque le différentiel sera le plus bas possible, eh bien, ça veut dire qu'on aura une droite à peu près bien positionnée. Pour ce cas-là, eh bien, finalement, 1950 fois la surface, plus 150 000 €. Donc un appartement de 0 m², déjà, il faut faire un chèque de 150 000. Pourquoi pas? Ce qui veut dire aussi, c'est que mon appartement, en fait, il devrait plutôt m'être proposé à 325 000. Et on m'en demande 340. Je vais pouvoir négocier. Négocier ou pas? Parce que si on regarde de plus près, on voit que les 3 premiers points, par rapport à mon 90 mètres, semblent relativement alignés avec mon 90 m². Ce qui voudrait dire aussi que l'appartement de 105 aurait été sous-évalué. Peut-être que vivait dans cet appartement un couple de développeurs, un faisait du Python, l'autre du PHP, il ne pouvait plus se supporter. Il fallait vite les séparer. Donc, si on prend ça, ben finalement, mon appartement, il est dans les prix. Son prix est correct. Et là, on touche aussi un autre point en machine learning, c'est que si vous n'avez pas assez de données, vous allez être sensible à ces problèmes, à ces cas d'erreur. Il faut quand même des données. 3, ça ne suffit pas, il en faut beaucoup plus. Et c'est important d'avoir un maximum de données pour être le plus proche et être moins sensible aux cas d'erreur. Et si on a des choses comme ça, là, trouver une droite, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc là, on est désolé, mais il va falloir passer à autre chose qu'une droite, plutôt une courbe comme celle-ci. Deuxième formule mathématique très compliquée, plus compliquée quand même celle-ci. AX puissance 5, BX puissance 4, CX puissance 3, DX puissance 2, EX plus F. En fait, ce que je vais faire, c'est pour trouver la droite, la courbe qui passe par ces points, je vais faire varier itérativement A, B, C, D, E, F jusqu'à minimiser mon erreur. Et d'ailleurs, si c'était des points alignés, eh bien en fait, A, B, C, D serait à 0, et il ne me resterait plus que EX plus F. Rappelez-vous, AX plus B. Tiens d'ailleurs, AX plus B, je pourrais le représenter de cette façon. Un système, je prends en entrée X, je multiplie par A, je fais la somme avec B, et j'ai un résultat. Ça, en machine learning, c'est ce qu'on appelle un neurone. Vous avez certainement entendu parler. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça. En fait, un neurone en machine learning, c'est plutôt plein d'entrées que l'on va pondérer. Donc, on va mettre un poids, P1, P2, P3. On va ajouter une constante qu'on appelle le biais. Et ensuite, à la sortie, alors on ne va pas prendre la sortie directement, on va utiliser ce qu'on appelle une fonction d'activation, c'est-à-dire on va dire que le neurone est activé ou pas, c'est-à-dire compris entre 0 et 1, ou entre moins 1 et 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction d'activation. Et quand on met tous ces neurones entre eux, comme ça, eh bien on crée un réseau de neurones. Certainement des termes que vous avez déjà entendus, je pense. Eh bien, pour mon histoire de surface, je fais rentrer mes données d'apprentissage, je regarde le résultat, le prix qu'il m'a calculé, et si ce n'est pas bon, eh bien, itérativement, en revenant en arrière, en fait, je vais venir modifier tous les poids de mes neurones, et ensuite je vais recommencer. Ah, je suis encore loin, je recommence. Et je commence, et j'itère comme ça, jusqu'à ce que l'erreur soit minimisée, et que ça soit proche de mon résultat d'apprentissage. Alors là, j'ai un réseau de neurones, 3-3, plus le neurone de sortie. Je me suis amusé avec des points comme ceci. Et là, j'ai utilisé un réseau 2-2-1, donc deux neurones plus 2, et j'ai essayé de faire passer une courbe, et j'ai obtenu un truc comme ça, avec un niveau d'erreur. Et après, j'ai refait la même chose, mais cette fois-ci, je suis passé en 4-4. Et là, mon erreur était plus faible. Les réseaux de neurones, le principe, il est là. C'est que si vous augmentez le nombre de neurones, vous allez améliorer votre précision. Par contre, la contrepartie de tout ça, c'est que ça sera plus long à calculer. Eh oui, si j'ai 1 million de neurones, il va falloir que je calcule 1 million de poids, etc., que je fasse les sommes, les fonctions d'activation, blablabla, et ça va être beaucoup plus long. Donc il va falloir faire un choix entre la précision et la vitesse d'exécution.
toute cette histoire de compromis, les algos et tout ça. D'où aussi, ça peut être important d'appliquer des transformations en entrée, faire Mechanical Trick, pour faciliter l'apprentissage. Bon, alors c'est bien joli ça, mais je vous parle de valeurs, de données numériques en entrée. Mais comment je fais avec une image? Eh bien, en fait, une image, si je prends cet exemple, alors ça, c'est une base de données qui s'appelle MNIST, qui est un ensemble de, je crois, il n'y en a plus, je ne sais plus combien il y en a dedans, j'ai oublié, 10 000 ou 10 000. C'est des images écrites à la main, des chiffres écrits à la main, pardon, et ce sont des images qui font 28 pixels par 28 pixels. Eh bien, pour ce genre de choses, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, chaque pixel va devenir une entrée dans un réseau de neurones. Donc, il y aura 784, c'est ça, 784 neurones en entrée, et 10 neurones en sortie qui correspondent aux différentes possibilités, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, eh bien, le point est noir, 1, le point est blanc, et puis 0, 5, c'est du gris, enfin, on va voir les différentes valeurs intermédiaires. Eh bien, un réseau comme ça, il n'y a pas plus de neurones, hein, 780, il y en a quand même 784, 10 neurones en sortie, eh bien, avec ça, on arrive à avoir un taux de réussite d'identification des images de 82%. C'est pas mal. Et si on rajoute une couche intermédiaire, ici j'ai rajouté 10 neurones au milieu, alors en fait on appelle la couche d'entrée ce qu'on appelle le input layer, donc la couche d'entrée, output layer, et au milieu c'est la couche en fait cachée dans le système, donc hidden layer, vous aurez compris. Eh bien avec un système comme celui-ci, 784 plus 10 au milieu et 10 en sortie, on arrive à obtenir un taux d'identification des images de 93%. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Des chiffres, des images. Comment on fait avec du texte? Alors avec du texte, c'est un petit peu différent, quoique. Prenons une phrase. Eh bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va segmenter en mots et on va créer un dictionnaire, un corpus de mots. On va dire le premier, c'est je, ensuite c'est pense, donc, suis. Je l'ai déjà. Eh bien, chaque mot va être une entrée dans mon réseau de neurones. Le mot est là, c'est 1, le mot n'est pas là, c'est 0. Alors certes, on va pouvoir parler en Yoda, on va mettre les mots à l'envers et ça donnera le même résultat, puisque c'est juste le fait que le mot soit présent ou pas. Et du coup, la précision n'est pas forcément toujours très très bonne, donc on améliore l'apprentissage en utilisant des transformations. Et là, la transformation la plus courante que l'on utilise en machine learning pour du texte, c'est ce qu'on appelle le TF-IDF, Term Frequency Inverse Document Frequency. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir un mot, quelle est la fréquence d'apparition d'un mot dans une classe. Par exemple, pour l'internaute, on a le dictionnaire de l'internaute, et la personne peut demander à connaître la définition d'un mot ou l'orthographe d'un mot. Donc il faut que je puisse comprendre ce qu'il m'a demandé. Je voudrais l'orthographe du mot, je voudrais la définition du mot. Et vous voyez, je voudrais, il apparaît dans les deux. Donc finalement, ce sont des mots qui ne sont pas très pertinents. Par contre, je voudrais la définition. Étonnamment, dans orthographe, on n'a jamais le mot définition. Et à l'inverse, dans définition, définition, orthographe, on a la définition. Enfin, vous avez compris. On va faire ce calcul et on va donner en fait un score de pertinence à chaque mot en fonction de la classe. Donc l'idée c'est ça, je prends des mots, j'applique une transformation et après je rentre ça dans un classifieur. Classifieur qui peut être un réseau de neurones, mais également du SVM. Ça peut être, alors K-Neighbor c'est mes oranges, mes clémentines les plus proches voisins en fait. Et ça peut être également d'autres classifieurs. Il existe Random Forest, Decision Tree, il y a plein de classifieurs. Et un classifieur très utilisé pour du texte, c'est les classifieurs bayésiens naïfs. Dans le cadre de nos projets sur la Google Home, on a développé une solution tout en PHP, et c'est simplement un classifieur bayésien. Donc ça se fait très bien en PHP. Bon, classifieur, régression. Ah oui, je vous ai parlé à un moment de non supervisé. Alors, j'ai malheureusement pas beaucoup de temps parce qu'il existe encore plein d'autres algos, les apprentissages renforcés, LSTM, blablabla. Je vais juste vous parler des classifieurs de type non supervisé. C'est-à-dire qu'on va vouloir classer des choses, mais on ne dit pas ce que c'est. Alors, c'est bizarre comme ça. Il faut classer, mais on ne vous dit pas ce que c'est. Non, l'objectif, c'est de dire, OK, tu as des données, trouve des corrélations entre les choses, et sépare-moi ça en 2 groupes. Et là, les bleus, les rouges, voilà 2 groupes. On peut lui demander 4, et là, à ce moment-là, il va se séparer en 4 groupes, etc. Le classifieur, la clusterisation, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est amusant de voir un classifieur sur des images, parce que ça permet de donner des choses un peu intéressantes.
On va passer ça dans notre clusterisation et ensuite on va regrouper toutes les images entre elles qui sont dans le même cluster. Par exemple, on a une grande image comme ça. Et toutes les images ont été regroupées par rapport à la classification, à la clusterisation. Et si on regarde de plus près, par exemple ici dans ce coin-là, on voit que visiblement il y a l'air d'avoir des rétroviseurs, des roues. Il a rapproché des choses. De l'autre côté, on a des avions, des bateaux. Vous voyez, les résultats sont assez... ça semble amusant, mais pendant ce temps-là, il y a beaucoup d'applications à la clusterisation. Pouvoir identifier si un article plutôt parle d'économie. Enfin, si vous prenez plein d'articles, vous dites « fais-moi 10 clusters », vous allez vous apercevoir qu'il y a des articles qui parlent de politique, d'autres qui vont parler de nouvelles technologies, etc. Donc on peut utiliser les classifieurs pour faire des choses vraiment très intéressantes et extraire. Et parfois des groupes, on dit « ah oui, tiens, ces articles sont liés, je n'ai pas percuté qu'ils étaient liés ». Voilà. Tout ça, c'est bien gentil, mais comment faire? Je pense que c'est une des questions que vous vous posez. Je ne vais pas malheureusement pouvoir rentrer dans le détail dans tout ça, mais une chose est sûre, peut-être pour faire référence à mon troll d'hier, c'est que finalement, on va beaucoup utiliser, surtout pendant la phase d'analyse, plutôt des langages tels que R et Python, qui sont très adaptés au niveau statistique pour extraire des données, faire des stats, des graphiques, etc., sortir des informations pour voir si on n'a pas une modification à appliquer, un kernel trick ou des choses comme ça. Finalement, Python est très utilisé grâce à une librairie qui s'appelle NumPy, qui permet justement de faire du calcul intensif. Et c'est aujourd'hui pour ça que Python est très utilisé. Merci NumPy, je dirais. Et merci Midas, alias Google, d'avoir mis ta main sur Python. Je pense que si aujourd'hui Python monte beaucoup, c'est parce que Google utilise beaucoup Python avec son TensorFlow. D'ailleurs, en parlant de lui, quand vous allez faire du training, on utilise beaucoup TensorFlow, donc c'est un framework développé par Google. Étonnamment, Amazon n'utilise pas TensorFlow, ils utilisent MXNet, qui sont les deux gros frameworks de machine learning pour faire de l'apprentissage. Mais on peut parfaitement le faire en PHP. Nous, on le fait en PHP, mais sur du texte qui est quand même beaucoup plus simple. Mais quand on doit processer des grandes quantités d'images, nous, on a des bases de données qui sont très conséquentes. Alors, on fait notre analyse avec du R, nous, on utilise R. On a, par exemple, des modèles de training qui font pratiquement 1 giga. C'est-à-dire que le modèle, il fait 1 giga. Le réseau de neurones fait 1 giga. Donc, ça commence à devenir assez important et PHP trouve quand même pas mal ses limites. Après, au niveau des prédictions, on peut, malgré tout, faire des choses en PHP. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut aussi faire ça en JS. C'est-à-dire qu'on peut exporter un modèle, par exemple TensorFlow, dans du JSON et ensuite mettre ça dans un navigateur pour faire de l'interprétation de la détection de visage, si la personne sourit, fait la tête, qu'est-ce qui a été dessiné, des choses comme ça. C'est rigolo. Mais on peut aussi utiliser des librairies. Alors, il n'y en a pas beaucoup en PHP. Il y a PHPML. Et il y a 2 librairies PECL, PECL qui sont FAN et SVM, qui s'appuient sur des librairies C. FAN étant pour les réseaux de neurones et SVM pour du SVM. Mais est-ce qu'on peut faire tout ça en PHP finalement? Alors oui, on en fait, mais dès que c'est plus conséquent, ça va être vite compliqué, parce que imaginez notre modèle d'inférence qui fait 1 giga, on va pas, je reçois une requête, je charge 1 giga en mémoire, je traite, je fais tous les calculs, j'ai un résultat et je décharge. C'est pas possible. En tout cas, dans un contexte web, c'est pas envisageable. Par contre, on pourrait parfaitement envisager d'utiliser un React avec une librairie FAN, de charger un modèle en mémoire et d'attendre des requêtes et de créer une API. Alors, ça existe déjà. J'ai un petit exemple ici avec MXNet. Tout comme on utilise une base de données, vous utilisez un MySQL ou un Postgre ou n'importe quoi pour votre base de données, vous pouvez avoir une base de modèles. Là, par exemple, ici, je charge un modèle que j'appelle Foo, avec SqueezeNet Model. Donc ça, c'est un modèle pré-entraîné pour de l'analyse d'images. Et ensuite, derrière, je vais faire une requête curl. Je vais dire, fais-moi une prédiction sur le modèle Foo avec une jolie image de chaton. Non, une jolie image, pardon. Et derrière, le système va me répondre du JSON en me disant, il y a une probabilité pour que ce soit un chat de gouttière à 94% et un lynx à 5%. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que dans votre application, tout en PHP, vous allez faire une requête sur votre API, récupérer les informations et les traiter. Alors,
comment on pourrait utiliser finalement le machine learning? Parce que je voulais vous donner un petit peu des exemples pour vous donner un petit peu des idées. À la FUP, je fais partie du pôle RFC, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu, on essaie d'analyser les différentes RFC qui arrivent pour communiquer aux membres de la FUP les RFC en cours pour avoir leur avis. Et on surveille du coup un petit peu les RFC. Et j'avais envisagé, pour l'instant c'est pas fait, mais c'est des idées de projet, hein, j'avais envisagé de surveiller les échanges dans la mailing list pour identifier des sujets qui parleraient des RFC, et ensuite pouvoir dire, tiens, cette réaction semble être négative envers la RFC ou positive envers la RFC, par exemple. Ça serait une application. Et derrière, on pourra avoir un indicateur en disant, visiblement, cette RFC a tendance à accueillir beaucoup d'avis positifs ou beaucoup d'avis négatifs, ce qui nous permettrait aussi de savoir un petit peu sa tendance. C'est un exemple d'utilisation. Hein. Genre d'utilisation, dans les assurances, ça marche pas mal. On prend toutes les données des utilisateurs. Sexe, âge, ville, tous les trucs RGPD, ouais. Mais finalement, ce qui est intéressant avec ça, c'est que si à un moment j'arrive à processer toutes ces données, à mettre ça dans un modèle, le modèle est totalement opaque derrière. Je vous ai dit que le modèle était totalement opaque. Eh bien, toutes ces données sont dans un modèle, et je peux prendre un logiciel, je prends le modèle, et je le mets dans toutes les agences. L'agence n'accédera pas aux données personnelles. La seule chose qu'elle aura, c'est un réseau de neurones totalement opaque, on ne peut même pas savoir ce qu'il y a dedans. C'est totalement anonymisé, et on va pouvoir dire, en fonction de qui vous êtes, de nombre d'enfants, type de voiture, plein d'informations, on va pouvoir savoir quel tarif on va lui proposer. Un autre exemple, du monitoring. Parfois, on met des alertes, recevoir un SMS si jamais il y a quelque chose de critique sur notre système. Sauf qu'en fonction de l'heure, en fonction du contexte, en fonction de plein d'informations, peut-être que cette information n'est pas si critique que ça. Peut-être qu'elle est normale. Bon, c'est pas normal d'avoir des erreurs, mais dans ce contexte-là, c'est peut-être normal. Et du coup, on pourrait imaginer un système où on lui apprend et au fur et à mesure, on lui dit non, mais ça, laisse tomber, c'est pas important. Ou ça, c'est vraiment important, c'est bien. Et du coup, derrière, après le système, il va apprendre au fur et à mesure de ce que vous allez lui dire. Et à un moment, vous pourrez lui dire, écoute, tout ce qui est important, tu m'envoies un SMS, tout ce qui n'est pas important, tu me Slack, par exemple. C'est un genre d'utilisation. On pourrait aussi imaginer améliorer le hit ratio. Pour ceux qui font du cache, ça, c'est les derniers graphiques d'il y a à peine une semaine sur nos caches. On a entre 80 et 70% de hit ratio. Eh bien, on pourrait imaginer d'améliorer le hit ratio sur nos caches en demandant au système de machine learning de calculer le TTL idéal pour un article ou une page. Et en fonction de plein d'informations, ce qu'elle contient, sa date d'édition, etc., elle pourrait nous dire, mets-la en cache pendant 3 heures, mets-la en cache pendant 5 minutes. Et on pourrait comme ça optimiser et améliorer notre hit ratio. Un autre cas, pareil, donc là on fait partie du pôle veille de la FUP. Donc inscrivez-vous à la FUP et vous pourrez avoir ces magnifiques newsletters qu'on envoie tous les 15 jours sur des articles, une sélection d'articles. Donc on a nos experts ici, il y en va y avoir quelques-uns. On sélectionne des articles et on envoie tous les 15 jours des articles. Eh bien, on pourrait imaginer d'avoir un système qui va crawler régulièrement Twitter, Reddit, des flux RSS, etc. pour sortir des articles qui seraient intéressants. Comme en plus on a un retour sur le nombre de personnes qui ont cliqué dans les mails, on pourrait en plus voir quels sont les articles qui intéressent, croiser cette information et au fur et à mesure améliorer notre système pour qu'il sélectionne vraiment les articles qui intéressent le plus nos abonnés. Et d'ailleurs, c'est en fait un système de fonctionnement très classique qu'on appelle la recommandation. J'ai visité tel site, j'ai fait telle chose, j'ai acheté ça, etc. Et on propose en fait des articles adaptés en fonction de sa navigation. Alors voici des exemples de machine learning. En tout cas, une chose est sûre, le machine learning, ce n'est pas si compliqué que ça. J'espère que ça vous a éclairci un petit peu l'esprit, que vous avez compris quelque chose, ou pas. Mais clairement, n'attendez pas pour faire du machine learning. Vous avez pu l'entendre aujourd'hui, il faut, je pense, c'est même sûr, il faut faire du machine learning. Si vous ne sautez pas dans le train tout de suite, vous risquez de le rater. Et il y a beaucoup d'opportunités, et on peut faire beaucoup de choses, et ce n'est pas si compliqué que ça. Je vous remercie. Finalement, oui. Est-ce qu'il y a des questions ?
Bonjour, merci beaucoup pour la conf. Est-ce que tu aurais des bouquins à nous conseiller sur le sujet? Non. Une autre question? Merci. Non, malheureusement, c'est vrai que je ne suis pas très livre. Je me documente beaucoup sur Internet. Il y a beaucoup de ressources. C'est vrai que la plupart des ressources que vous verrez, beaucoup, c'est autour du Python. Autour de PHP, c'est un petit peu la misère. J'attendais déjà de faire mes confs, parce que cette conf-là, j'ai déjà faite à plusieurs meet-up. J'attendais de faire mes confs pour après éventuellement avoir quelques retours et commencer à écrire peut-être quelques articles autour de ce sujet, mais plutôt pour les gens qui font du PHP. Et, la littérature, il y en a beaucoup, et franchement, ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre des signes compliqués avec des formules mathématiques de pas possible. C'est imbitable. J'ai rien trouvé de vraiment didactique. Après, j'ai rien contre les mathématiques, mais il y a un moment, c'est pas si compliqué que ça finalement. Je suis désolé, je ne peux pas répondre plus à ta question. Ok. D'autres questions? Merci beaucoup pour la conf. J'ai une question un petit peu plus... une fois que tu démarres à utiliser ce genre d'outils, comment est-ce que tu peux en production débugger un petit peu ce qui s'est passé? Quels sont les outils que tu peux potentiellement utiliser? Débugger, tu vas débugger quoi, le modèle? C'est pour comprendre le choix en fait, si tu veux. Pour comprendre, tu vas donner la responsabilité de faire des choix à Alors, ton modèle. il y a des outils qui te permettent d'extraire, par exemple, si on utilise l'algorithme dit Decision Tree, il y a des algorithmes, des logiciels qui permettent d'extraire l'information, de te créer un arbre, de te visualiser l'arbre de décision pour mieux comprendre. Il y a des choses qui permettent de visualiser les poids dans le réseau de neurones, qui permettent d'éventuellement comprendre. Mais entre nous, ça ne sert pas à grand-chose. Il n'y a pas de debug. C'est vrai, quand on se dit « zut, c'est bizarre, c'est mal classé », bah ouais, c'est comme ça, c'est pas de chance. Mais je pense qu'il faut vraiment se faire abstraction de ça. On a trop envie de dire non, c'est pas normal, le résultat, ça ne devrait pas être ça. Oui, mais je pense que l'homme est beaucoup plus faillible que la machine. Et je pense que nous, humainement on se dit ouais, mais non, c'est mal classé. Ouais, mais toi, tu te trompes beaucoup plus souvent que la machine. Il y a un moment donné, justement, sur ces réseaux, il va falloir qu'on choisisse combien de layers on va mettre, il va falloir un petit peu choisir tout un tas de configurations ou quelle est la fonction qu'on va appliquer par chaque chose. Donc il va falloir pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe pour l'améliorer, j'imagine. En fait, c'est en fonction des résultats obtenus, c'est par rapport au score. Très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met déjà en place, on met déjà en œuvre le système, on commence à obtenir des résultats, et puis si on voit des cas qui ne vont pas, par exemple, nous, sur les applications Google Home, on enregistre en fait le texte, uniquement le texte des échanges et les discussions qui ont été apportées, totalement anonymisées, donc c'est pas qui est derrière, mais on arrive à retrouver un peu la conversation. Et du coup, parfois on s'aperçoit que ah oui, il a utilisé ces mots-là, j'avais pas pensé, donc on le rajoute dans notre modèle, et ensuite on relance un apprentissage et on repart avec ça, parce qu'on voit qu'il s'est mal comporté, donc. Mais le seul moyen, c'est il faut le faire fonctionner, l'utiliser, voir les résultats, et à partir de là, eh bien, éventuellement ajuster ou passer sur un autre algorithme, voir si avec toutes ces données, on a le même résultat ou pas. Ça ne peut être qu'itérativement, mais on est obligé de l'utiliser. Ça reste totalement opaque, on ne cherche pas à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On regarde les résultats, s'ils sont bons, ben, on reste comme ça. Et parfois, oui, en effet... j'ai une petite appli qui permet de savoir dans quelle poubelle il faut mettre un déchet. Le nombre de personnes qui mettent un lance-roquette, ma belle-mère. Bon, on fait des trucs rigolos, mais voilà. Après, dans un usage courant, voilà. Merci à tous. On n'a plus le temps pour d'autres questions, mais je pense que Fred reste disponible. Je suis disponible. Merci.